Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette toute nouvelle saison de Smart Space sur Bismart. Alors au programme toujours la même promesse, celle de vous faire découvrir l'actualité du secteur spatial toutes les semaines au plus près des acteurs. Un changement quand même ce plateau, comme vous le voyez derrière moi pour cette toute nouvelle saison. Alors sans plus attendre, je vous donne le programme de la journée avec en première partie, comme toujours, l'actualité et le call actu. L'arrivée de l'équipage de Crew 7 dans l'ISS avec l'Européen Andreas Mogensen, la Corée du Nord qui peine à mettre en orbite ses satellites de surveillance, et puis l'Inde qui est devenue la 4e nation à réussir un alunissage. Ce sera notre call actu avec l'ingénieure spatiale et vulgarisatrice scientifique Isabelle Desenclos. Face à cette réussite, un échec, celui de la Russie, qui elle n'a pas réussi son alunissage la semaine dernière lors de la mission Luna 25. C'est le sujet de notre talk aujourd'hui. Plus largement, nous parlerons de l'isolement du secteur spatial russe aujourd'hui, comment le pays est passé du premier au second plan du secteur. Quelle stratégie peut-il adopter pour y remédier? Autant de questions que nous allons poser à nos invités en plateau. Voilà pour le programme du jour. On démarre tout de suite avec l'actualité. La mission Crew 7 a rejoint l'ISS ce week-end avec pour la première fois un Européen aux commandes de la capsule. Il s'agit d'Andreas Mogensen, de nationalité danoise. L'astronaute a piloté la capsule Crew Dragon de SpaceX, assurant le bon fonctionnement du véhicule spatial et de ses systèmes pendant sa route vers la Station spatiale internationale. À ses côtés, 3 astronautes, une américaine, un russe et un japonais. Après un voyage de 30 heures en orbite terrestre, l'équipage a pu retrouver celui de la station spatiale qui compte désormais 11 astronautes à son bord. Alors pendant sa mission de 6 mois nommée Eugene, Andreas Mogensen prendra le rôle de commandant de l'ISS à partir de mi-septembre, comme Thomas Pesquet l'avait fait durant une quinzaine de jours. Le Danois de 46 ans occupera donc cette fonction jusqu'au terme de son séjour, soit plus de 5 mois, une durée record pour un astronaute européen. Nouvel échec pour la Corée du Nord qui peine à lancer ses satellites dans l'espace. Après avoir échoué à lancer un premier satellite le 31 mai dernier, le pays dirigé par Kim Jong-un a annoncé le 24 août ne pas être parvenu à mettre en orbite son satellite de surveillance et de reconnaissance. Pyongyang évoque une erreur dans le système de destruction d'urgence, mais doit identifier dans les prochaines semaines les raisons précises de ce dysfonctionnement. Ensuite, seulement, le pays devrait pouvoir effectuer un nouveau tir au mois d'octobre. Et puis l'Inde est sur la Lune pour la première fois de son histoire. Elle devient ainsi la 4e nation à se poser sur notre satellite. Un succès alors même que la Russie, elle, rate l'alunissage de sa mission Luna 25. La semaine dernière, donc, le pays tout entier suivait le décollage puis l'alunissage de la mission Chandrayaan 3. Déjà, le rover Pragyan effectue sa première mission avec succès. Pour en parler, nous avons en ligne Isabelle Desenclos, ingénieure spatiale et vulgarisatrice scientifique. Bonjour Isabelle, bienvenue dans Smart Space. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette mission ? Oui, bonjour Cécilia. Donc, Chandrayaan 3, effectivement, c'est la 3e mission de l'Inde pour atteindre la Lune. La première, c'était en 2008, ils avaient mis seulement un orbiteur autour de la Lune. Ensuite, il y a eu Chandrayaan 2 en 2019. Ils avaient malheureusement failli, non réussi à venir, mais cette fois-ci, ils ont réussi à mettre un atterrisseur qui s'appelle Vikram. Et ensuite, il y a un petit rover qui a pu rouler, faire quelques mètres depuis quelques heures juste après l'atterrissage sur le sol lunaire. Alors cette mission, elle a décollé le 14 juillet dernier. Elle a mis un peu de temps avant d'arriver sur la Lune. C'était un choix de trajectoire pour l'Inde avec une faible consommation de propulseurs. Et du coup, ils ont rejoint déjà l'orbite lunaire le 5 août au bout de 22 jours. Et ça, c'était déjà une belle réussite, de se mettre en insertion autour de la Lune. Et bien, c'est déjà montré que des capacités de navigation et des capacités d'une bonne gestion de la propulsion, du module de propulsion qui était accolé au
à l'atterrisseur. Et puis ensuite, effectivement, le temps de circulariser l'orbite autour de l'orbite lunaire, et bien, le 23 août, c'était l'atterrissage qui a été une très belle réussite. On a des belles images qui montrent la descente totalement contrôlée cette fois-ci, contrairement à celle de 2019. C'est un moment historique en fait pour l'agence spatiale indienne qui avait eu peu de succès de cette envergure jusqu'alors. Alors l'Inde est quand même une agence spatiale un peu plus vieille, mais on la connaît mal finalement. Elle a été créée en 1969. Ils ont quand même lancé leur premier satellite en 75, un premier avec l'Union soviétique. Mais après, leur premier lanceur date de 1980, donc ils ont quand même une certaine expérience. Après, effectivement, ils ont fait quand même une mission martienne, un orbiteur autour de Mars qui s'appelle Mangalyaan ou Mars Orbiter Mission. C'était en 2013. Ça, c'était déjà une grosse nouveauté, une belle réussite. Et la Lune, manquait au tableau de chasse, on va dire, de l'Inde. Et là, c'est bon, ils ont réussi avec brio avec brio. On ne peut pas parler finalement d'une croissance surprenante, technologiquement assez inédite, parce que vous le dites, l'agence spatiale a été créée en 69. Comment on explique quand même cette réussite technologique de l'Inde qui œuvre seule ici, ou peut-être en partenariat avec l'ESA ? Alors, l'Inde s'associe à certaines agences. La plus vieille coopération de l'Inde, c'est avec le CNES, l'Agence spatiale nationale française. Donc, elle fait des partenariats, mais elle développe beaucoup de choses. Alors, jusqu'à présent, elle était surtout concentrée sur les besoins de ses propres besoins de sa nation, donc satellites de communication, observation de la Terre, pour la gestion des catastrophes, météorologie, navigation. Ils ont par exemple leur propre système de navigation compatible des systèmes américains GPS ou européens Galileo. Donc, ils maîtrisent de plus en plus toute technologie. Après, évidemment, il y a à chaque fois un step de plus. Un atterrissage sur un corps étranger, c'est encore un step de plus, quoi, qu'ils viennent de réussir, quoi. Combien de temps va durer cette mission ? Du coup, la mission Chandrayaan-3 va durer en fait un jour lunaire, donc 14 jours terrestres. À l'heure actuelle, l'atterrissage et le rover sont uniquement alimentés par la lumière du soleil avec des panneaux solaires pour le contrôle thermique, parce qu'il fait extrêmement froid à la surface de la Lune. Ça peut descendre jusqu'à moins 150 degrés quand il fait nuit. Donc du coup, à ce jour, l'Inde a défini que la mission n'irait pas au-delà. On pourrait peut-être avoir une bonne surprise et que la mission se réveille après la nuit lunaire, à voir donc d'ici un mois, quoi. Une fois que ça sera repassé en jour lunaire, quoi. Et après, quelle est la prochaine étape pour l'Inde, l'agence spatiale indienne ? Alors l'Inde a plein de projets. Il y a en termes, donc déjà continuer évidemment tous répondre à ses besoins, on va dire stratégiques du pays, de besoins. Le 2 septembre, il y a un télescope spatial pour l'étude du Soleil, Aditya, qui va être lancé. Donc une mission qui a aussi un petit peu de retard, qui a eu du retard, notamment à cause du Covid-19. Mais voilà, donc l'Inde va avoir une mission scientifique pour l'étude du Soleil, mais aussi un peu stratégique, parce que étudier le Soleil, c'est aussi voir éventuellement l'impact des perturbations électromagnétiques que le Soleil peut induire sur les systèmes électriques et de communication. Mais l'Inde a aussi un projet encore de mission lunaire en coopération avec la JAXA. Donc ça devrait partir en 2025. Ils ont potentiellement une deuxième mission d'orbiteur martien, Mangalyaan 2, on ne sait pas trop quand. Ils ont fait aussi des projets de mini-navettes réutilisables. Ils avaient fait déjà un vol d'essai en 2016. Est-ce qu'ils vont faire le Space Rider comme nous on a en Europe, indien, on ne sait pas trop. Mais surtout, les prochaines étapes, c'est le vol habité. L'Inde est en train de développer sa propre capsule. Donc c'est le programme Gaganyaan. Le premier vol d'essai sans équipage est prévu début 2024.
Ils ont beaucoup partagé ces derniers temps, un peu partagé ces derniers temps les développements en cours, tests de parachute, tests de récupération de la capsule, ce genre de choses. Donc, ça prend forme. Le vol habité indien est en cours de développement et c'est sérieux. Et risque fortement, de toute évidence, de devancer le vol habité européen. Merci beaucoup Isabelle Desenclos d'avoir pris le temps de répondre au call actu de la semaine. On enchaîne avec notre talk et un pays moins chanceux que l'Inde, la Russie, qui elle n'a pas réussi son alunissage. C'est parti. Corruption, isolement, échec, on pourrait peut-être résumer ainsi le parcours de l'agence spatiale russe ces dernières années qui périclite au rythme de l'actualité politique du pays, alors même que ces cosmonautes continuent, eux, de s'envoler vers l'ISS, à l'image de Konstantin Borisov qui vient de décoller avec Crousset ce week-end. Alors on en parle avec nos invités en plateau à ma droite, Béatrice Hainaut, chercheuse espace à l'IRSEM. Bonjour Béatrice. Et bonjour Cécilia. Dans Smart Space, en face de vous, nous avons Brian Calafatian, chercheur en politique spatiale à l'Institut d'études et de stratégie et de défense. Bonjour Cécilia. Bonjour Brian, bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors la semaine dernière, c'est un échec qui a replacé la Russie au cœur de l'actualité, celui de Luna 25, la première sonde à être lancée par la Russie vers la Lune depuis 1976. La rencontre a bien eu lieu, mais rien ne s'est passé comme prévu, Béatrice. Effectivement, la sonde a été envoyée dans la nuit du 10 au 11 août depuis le cosmodrome de Vostochny en Sibérie orientale. Le 16 août, la Russie était parvenue à mettre en orbite lunaire sa sonde et l'alunissage était prévu pour le 21 août. Or, effectivement, ça ne s'est pas passé totalement comme prévu parce que lors de manœuvres pour mettre l'engin sur une orbite de pré-alunissage, il y a eu une anomalie et l'engin s'est crashé près du pôle Sud, mais en tout cas n'a pas réussi son alunissage qui devait être prévu le jour d'après. Oui, alors Roscosmos a été un petit peu flou sur le sujet. On n'a pas vraiment parlé d'échec tout de suite. On n'a pas eu les raisons claires tout de suite, Brian, sur cette mission. Bien sûr, c'est une stratégie qui est assez redondante, on va dire, dans la communication russe. En fait, il y a un décalage entre la position russe à l'international, son poids à l'international, et ce qui se passe en interne, c'est-à-dire des problèmes économiques, des problèmes sociaux, et également des problèmes liés à la structure même de l'État, de la fédération. Ce n'est pas nouveau, c'est Georges Sokolov qui en parlait dès 1993 quand il mentionnait que la Russie était une puissance pauvre. Et cela se basait notamment sur un besoin de puissance afin de guider le peuple et de combler le vide comme il l'appelait, qui se base notamment sur le fait que le territoire soit immense, qu'il y ait une mixité sociale, plus de 170 ethnies qui sont considérées en Russie, et aussi des richesses qui sont importantes, inexploitées, et enfin des problèmes liés à un sentiment d'humiliation au cours de l'histoire. Donc c'est pour ça que l'espace revêt particulièrement l'espace. Exactement, oui. qui est fédérateur, on va dire. Lorsqu'on prend les études donc, du centre analytique Levada, donc, qui est considéré comme un agence russe aujourd'hui par la Fédération de Russie, 43% de la population indique que l'une des principales fiertés de la Russie, après la grande victoire de 1945, c'est l'espace et la conquête spatiale. Évidemment. Donc l'échec n'est pas réellement permis, car il structure le peuple et lui permet de marcher sur la trace des ancêtres. Est-ce qu'on a une idée quand même, parce que c'est un échec, in fine, du coût financier que ça représente ? Alors, on n'a pas une idée précise du coût, mais en tout cas, on peut déjà considérer le montant du budget spatial russe, qui est estimé à 5 milliards d'euros par an. Alors, au regard du PNB du pays, c'est un effort important, mais qui reste moindre quand on regarde les budgets spatiaux américains, qui est de l'ordre de 50 à 60 milliards, ou chinois, entre 15 et 20 milliards de dollars par an. Sachant que dans ces 5 milliards d'euros dépensés par la Russie, il faut qu'elle maintienne sa présence dans l'ISS. Il y a le développement de son nouveau lanceur. Il y a des coopérations à maintenir, etc. Donc on imagine que ce qui reste pour la recherche et l'exploration spatiale doit être quand même assez limité, conjugué à une perte de compétences, puisque comme vous l'avez rappelé, la précédente sonde avait été envoyée 47 ans auparavant. Ce qui paraît énorme. Il y avait déjà eu un échec, en réalité, un alunissage raté. Alors c'est une histoire
histoire qu'on connaît assez peu, mais c'est intéressant peut-être de la rappeler. Au moment où Apollo 11 réussissait son alunissage, la Russie, elle ratait le sien avec une sonde, et donc c'est très peu connu cette histoire. L'objectif était de prendre de court les Américains à l'époque et d'envoyer un mois avant non pas un homme parce qu'il n'en était pas capable, mais une sonde, et ça n'a pas marché, et en plus c'est arrivé après. Donc on est quand même toujours sur cette logique d'échec technologique. Comment on explique avoir perdu autant de connaissances technologiques ? Alors, juste pour avoir peut-être une petite perspective par rapport exactement à ce que vous dites, Oui. dans l'histoire, en fait, sur les 23 alunissages réussis, sur à peu près une cinquantaine, donc déjà on voit un peu la proportion, il y en a 18 qui ont été réalisés entre 66 et 76. Donc on voit bien quand même la difficulté. Il n'y a rien eu entre 76 et 1990, et après on a eu d'autres missions qui ont été mises en place. Et en fait, le restant, donc les 5 restantes, c'est 4 chinoises et l'indienne dont vous avez parlé. Donc on voit quand même, il faut un peu relativiser entre guillemets quand on voit ce genre de chiffres. La Lune n'était plus une priorité non plus pour la Russie, au même titre que ça ne l'était plus pour les États-Unis, jusqu'à ce que Donald Trump relance aussi le sujet dans un cadre politique très précis, mais qui est toujours d'actualité. Et la mission Luna 25 ne date pas non plus d'hier. C'est quand même un projet qui est dans les cartons c'est depuis très les années important 2010. de le rappeler, parce qu'on a la sensation que c'est un petit peu la bouée lancée par la Russie pour redorer son image, mais en réalité, un projet comme ça, il a été lancé à peu près en 2016, je crois. Donc, c'est juste l'aboutissement. Enfin, c'était censé être le mi-parcours de ce projet. Malheureusement, c'est l'aboutissement de ce projet-là. Il reste optimiste, puisque apparemment Yuri Borisov aurait communiqué avec l'équipe de la Luna 25 en disant on retentera en 2025-26 cette expérimentation, tout en disant que Luna 26 et 27 aurait aussi lieu. Donc dans le discours, en tout cas dans le narratif, on reste très optimiste. Très optimiste. Alors cet échec, il intervient à un moment quand même assez fou pour la Russie. C'était censé être le meilleur timing, finalement c'est le pire. Vladimir Poutine a fait un discours public où il replace la Russie au cœur du secteur spatial international, où il rappelle ses ambitions pour la Russie, il rappelle que c'était une grande nation. Quel était d'ailleurs à l'origine l'objectif de ce discours-là ? Il y a une course qui est en train de se jouer dans l'espace, et les États-Unis l'ont dit il y a plusieurs années, sous l'ère Donald Trump notamment, et on voit qu'il y a des dynamiques de blocs qui sont en train de reprendre forme, tant bien que mal. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Après, il y a une question qui est assez fondamentale dans le domaine spatial, c'est soit on est fournisseur, soit on est client. Soit on est au centre des missions, soit on est partenaire. Donc il y a un moment où il faut pondérer et faire un choix entre la direction que l'on souhaite prendre. C'est pour ça que certains États se concentrent plutôt sur certaines capacités, sur de l'industrie, sur du militaire notamment, pour arriver à sanctuariser les capacités stratégiques. Il s'agit maintenant, pour la Russie, de continuer à exister par rapport à la Chine. Et la Chine est en train de scruter évidemment ce qui se passe. Donc c'est assez compliqué. Oui. Alors on peut peut-être revenir sur... On parlait de cet échec, c'est un mot que j'ai choisi fort volontairement. Sur cet échec qui en fait n'a pas forcément commencé à partir du conflit ukrainien, qui a eu des conséquences dévastatrices pour le secteur spatial, notamment pour la coopération européenne. Déjà avant, l'agence spatiale russe avait des difficultés, notamment avec des problèmes de corruption aussi. Oui, bien sûr. Et même dans les années 2010, il y a eu une série d'échecs au lancement. Donc on va dire que l'échec, entre guillemets, n'est pas nouveau. Comme on l'avait rappelé, en fait, l'héritage soviétique a des difficultés. Enfin, la Russie actuelle a des difficultés à pérenniser cet héritage. Dans l'espace, si on cesse d'investir massivement, on perd très vite en compétences. Et encore plus aujourd'hui, puisqu'on a une multiplication des acteurs aussi qui veulent y arriver, qui veulent faire de grandes choses, qui ont de grandes ambitions. Donc la Russie n'a pas investi suffisamment, parce que bon, elle a aussi d'autres priorités et d'autres problèmes, effectivement. Et encore moins pour l'exploration, puisque il ne faudrait pas croire que la Russie n'est plus du tout une puissance spatiale. Elle a quand même toute une gamme satellitaire aussi. Je pense notamment à des
satellites militaires. Et puis, elle démontre des capacités en orbite, d'inspection, de tir anti-satellite, de laser, d'aveuglement, etc. Donc, il y a toutes ces capacités qui sont encore développées, mais comme vous l'aviez rappelé, il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes aussi d'organisation interne au sein de, que ce soit Roscosmos, dont d'ailleurs le directeur a été limogé en pleine guerre en Ukraine, fin juillet 2022. Et là, tout récemment, le directeur des forces aérospatiales, donc le volet militaire du spatial, a été lui aussi limogé, pour d'autres raisons qui ne sont apparemment pas trop spatiales. Mais je veux dire, le fait aussi de changer de tête régulièrement et dans ce contexte qu'on l'a rappelé assez complexe, fait que effectivement, ça ne favorise pas, on va dire, ça n'optimise pas ensuite la recherche et puis l'organisation interne. Longtemps, ce projet de nouveau cosmodrome, en fait, a enlisé aussi la dynamique russe. On peut revenir peut-être là-dessus. C'est la base Vostochny. Alors, pardon pour ma prononciation. Je ne pourrais pas faire mieux, donc je vous laisse. Mais c'est vrai que la question de l'accès à l'espace est fondamentale. Et on a la chance en Europe de pouvoir avoir un accès à l'espace qui est indépendant et souverain par rapport à la Guyane française, justement. C'est une question qui s'est beaucoup posée en Russie par rapport à l'accès donc, au Kazakhstan et donc aux primes qui étaient engrangées par les autorités sur place. Et c'est pour ça que la Russie a souhaité se développer et avoir une propre base de lancement. Parce que qui dit impossibilité d'avoir une souveraineté et une indépendance, dit qu'éventuellement, un jour, on pourrait nous dénier l'accès à tout un pan de l'espace. Donc c'est pour ça que c'est une question qui est absolument primordiale. Et alors, pourquoi on parlait de corruption quand on parlait de ce cosmodrome ? C'est une excellente question. On n'a pas encore la réponse, mais financièrement, en fait, les comptes ont été très opaques. On a parlé de trous financiers aussi pour l'État. Tout à fait. En fait, la question de la corruption est j'allais dire, endémique pour le spatial, en tout cas pour le spatial russe, et j'imagine aussi dans d'autres domaines. Oui. Et elle gangrène, en fait, ce secteur. Et même si Vladimir Poutine, quand il est arrivé au pouvoir dans les années 2000, avait un peu promis de régler ces soucis, on voit que finalement, 23 ans après, cela est toujours d'actualité. Alors, où en sont les coopérations internationales de la Russie ? Plus d'Europe. Pour l'instant, c'est définitif. D'ailleurs, on le rappelle, mais on en a déjà beaucoup parlé. Plus aucune fusée russe Soyouz ne décolle de la Guyane. Qu'est-ce qui lui reste ? Alors, pour la Russie, effectivement, elle se tourne beaucoup. On parle beaucoup de sa coopération avec la Chine qui dépasse le secteur spatial. Donc, elle coopère. Alors, on n'a pas forcément les détails de cette coopération, mais il est question de la coopération sur la future station lunaire chinoise. Sauf que finalement, il rétropédale un petit peu et il s'en charge tout seul. Et très bien. Oui, tout seul. Enfin, ils appellent quand même à la coopération internationale et d'autres États se raccrochent parce que c'est un projet quand même assez fédérateur, ambitieux, et pour les autres États aussi, c'est intéressant de participer au même titre que, par exemple, le projet américain Artemis. Donc, la Russie est toujours là. Je pense que la Chine ne l'a pas oublié, parce que la Russie a encore un savoir-faire, a encore une expérience à vendre, même si la Chine prend un peu ses distances. Elle prend surtout ses distances pour capter des partenaires internationaux. Et la Russie, on voit qu'elle cherche, elle aussi, des partenaires. Il y a eu des annonces qui ont été faites cet été, notamment lors d'une visite d'État en Russie et en Algérie, en fait, où la Russie appelle à la coopération vis-à-vis de l'Algérie, de l'Égypte et de l'ensemble des pays africains pour la construction d'une station spatiale russe. Donc c'est intéressant de voir comment après, ça c'est le discours encore une fois, comment cela va se concrétiser. Quel est votre regard là-dessus, effectivement Il y a quelque chose qui est assez fascinant avec la coopération scientifique dans l'espace, c'est que l'on peut être partenaire avec son principal compétiteur. Et ça explique notamment le fait que l'Union européenne collabore grandement avec la Chine dans le cadre d'opérations spatiales. Galileo devait être ouvert à la Chine au départ. La question qui se pose principalement entre la Russie et la Chine, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de fournir une autre voie autre que celle de l'Occident et de l'OTAN, qui est incarnée par les États-Unis, et qui se cristallise par la coopération entre la Chine et la Russie, notamment aux Nations Unies, par rapport à une volonté de faire des test bans pour les ASAT, les missiles ASAT. Cependant, le problème de la Chine, c'est qu'elle doit essayer de ne pas trop soutenir la Russie pour ne pas se voir fermer des marchés à l'international, notamment vis-à-vis de l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'on marche continuellement sur des non-dits.
Et c'est aussi pour ça que la Russie se tourne de plus en plus, et on l'a vu en juillet avec l'ouverture de la station orbitale Ross, du projet en tout cas, au BRICS. C'est-à-dire que la Russie essaie elle aussi de fournir une autre voie avec le reste des États des BRICS, donc le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Alors, il y a peut-être aussi d'autres perspectives avec l'élargissement des BRICS aussi à 6 partenaires, et notamment l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, où au sein déjà de ces BRICS, il y a eu des annonces comme avec l'Iran de faire une constellation, la constellation Sphera, multi-orbite, etc. Donc peut-être que ça lui donne un peu de possibilités aussi. Oui, parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs façons de se réinstaller dans le secteur spatial, mais il faut aussi développer du service en fait, et être acteur de ce nouvel écosystème d'offres de services qui a été déployé grâce à l'arrivée du New Space. Aujourd'hui, la Russie, est-ce qu'elle est compétitive? Est-ce qu'elle est attractive pour ses acteurs? Enfin voilà, il faut qu'elle se trouve une position. Il faut que peut-être que les constellations, c'est aussi un moyen d'aller entrer dans ce jeu-là, quoi. Oui, je pense que ce sont des projets fédérateurs qu'elle propose à pour le coup, des nouveaux partenaires, plus ou moins, et elle espère avoir ces partenaires avec elle, sachant qu'ils sont quand même moins performants par rapport aux précédents. On parlait des Européens. Donc voilà, il faut voir un peu l'équilibre aussi de la coopération, puisque si on veut qu'une coopération soit quand même efficace et qu'elle arrive à bout, il faut le faire avec des pays aidants. Après, il y a des États comme les Émirats Arabes Unis qui ont peut-être un peu moins de compétences, même s'ils la développent, ou l'Arabie Saoudite, mais beaucoup d'argent. Ça peut être également utile. Il y a des avancées technologiques, notamment avec leur rover Hop, qui est allé vers Mars. Alors, ça, c'est une très bonne transition que je me fais à moi-même pour le prochain sujet. C'est le sujet ExoMars, qui était quand même un sujet d'envergure d'exploration martienne précisément, un projet de rover qui était mené avec l'Europe, qui a été purement et simplement arrêté. Après des années en fait de préparation. Donc ça a été aussi un gros coup dur pour l'exploration spatiale russe. Bien sûr, on voit là tout le poids qu'a eu le conflit en Ukraine, enfin, la résurgence conflictuelle en Ukraine. En 2022, il y a eu d'autres cas pour des fournitures de moteurs, mais c'est principalement sur ExoMars que l'opinion publique a pu capter ce qui se passait réellement. C'est une mission scientifique qui est arrêtée après des années de report pour des considérations militaires. Donc c'est quelque chose qui est assez fort, surtout pour l'ESA. Est-ce qu'ils sont capables, les Russes, de relancer un projet pareil seuls? C'est toute la question qui se pose, justement. Ils aimeraient, en tout cas. On sait que la Russie a des projets, notamment vers Vénus. Ce sera sa prochaine mission à la fin de la décennie, pour renouer avec ses anciens programmes. Donc là, il y aura toute une contrainte technologique pour résister à la pression, à la température. Bien sûr, la Russie ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe et ce qui va se passer sur Mars. Oui. Donc, c'est un enjeu stratégique et c'est devenu aussi politiquement, ça fait partie légitimement de cette course à l'espace. Alors si Vladimir Poutine veut pouvoir tenir ce discours ambitieux, il faut aussi viser Mars. Et oui, de toute façon, le fait de ne plus être sur ExoMars, ça permet peut-être aussi de se recentrer sur la série des Luna, 25, 26, 27 éventuellement, qui permettront, elles, finalement, de peut-être aussi tracer le chemin pour des futures missions martiennes. Mais bon, là, c'est vrai qu'on est dans plusieurs années pour notamment dans la projection. Pour conclure, peut-être quelle va être et quelle devrait être la direction de la Russie pour pallier cet isolement? Alors, je pense qu'elle a déjà commencé. On parlait des coopérations, la recherche de coopération, donc avec les pays africains notamment, et puis pérenniser sa coopération, je pense, avec la Chine, qui maintenant, la relation qui était au départ plus de dépendance de la Chine à l'égard de la Russie, maintenant s'inverse un petit peu. Donc, je pense que c'est plus sur la coopération qu'elle doit capitaliser, puisque je ne pense pas qu'elle aura des fonds nécessaires supplémentaires à allouer à son budget spatial. Un dernier mot là-dessus. À court terme, la véritable difficulté pour la Russie, c'est de renouveler tous ces satellites, notamment d'observation optique, qui commencent à être obsolètes, on va dire, par rapport aux nouveaux standards. Donc, on a remarqué depuis le début de la guerre en Ukraine qu'il y a eu beaucoup d'envois, justement, de satellites militaires pour faire du soutien opératif, pour faire de l'observation, du renseignement. Donc, le renouvellement va déjà être en marche. Exactement. Ça fait partie de la stratégie. Exactement. Et renforcer la coopération avec les BRICS, renforcer la coopération avec la Chine, essayer de trouver un entre-deux, justement, entre les aspirations, enfin, la volonté, on va dire, de la Chine à l'international et sa propre volonté
en interne. Beaucoup de travail pour le secteur spatial russe. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette toute nouvelle saison de Smart Space avec à la production Lily Zalkin. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.